Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce 4e épisode Yves Bonis. La communication et le jeu sont des passions pour lui depuis tout petit, comme vous le découvrirez dans cet épisode. Il a toujours eu un besoin viscéral de créer, talent qu'il déploie dans de nombreux domaines tels que la musique, l'écriture, le dessin et également la photographie. Devenu maître dans l'art du storytelling, Yves est un vrai curieux de ce qui s'est passé avant nous et de ceux qui nous ont précédés. Il est également passionné par nos contemporains. C'est dans ce cadre qu'il s'intéresse autant au biomimétisme qu'à l'archéologie, mais également à ce qui se joue en nous en tant qu'être humain. Il a exploré et testé de nombreux outils pour organiser son temps, ses projets, pour suivre l'avancée de ses objectifs, tout en lui permettant de compiler et conserver les idées glanées au fil de ses observations et de ses échanges divers et variés. Dans cet épisode, il nous parle de ses outils fétiches, autant dans la sphère du web que dans la sphère du bon vieux papier-crayon, avec toujours du matériel sur mesure et adapté à ses besoins. Il revendique haut et fort Amy Gant et SWOT parce qu'ils permettent à tout le monde d'avancer au diapason. Ainsi, chacun sait que son action est essentielle et qu'un collectif compte sur lui pour construire une part du tout. Il aime Océan Bleu parce qu'il laisse à chacun la place d'être ce qu'il est et de s'intégrer dans un tout. Il affectionne les processus d'amélioration continue, ainsi que l'idée que la pratique amène l'excellence, mais aussi que la pédagogie déplace des montagnes. Il est à la fois un grand créatif, maîtrisant des outils de planification et de gestion de projet qui lui permettent de canaliser son énergie et de la déployer au bon moment et à bon escient. Il y a autant de rationnel que de créativité chez Yves, et il a 1000 idées à la minute qui font de lui un communicant humain, bienveillant et sensible. Nos échanges sont toujours riches et variés, et c'est un réel bonheur de partager avec vous aujourd'hui l'un de ces moments privilégiés. Nous avons surmonté au montage quelques aléas de bande-son, notamment au début, mais qui sont vite réglés au bout de 2 ou 3 minutes. Je ne vous en dis pas plus, et je laisse place à notre échange avec Yves. Bonne écoute! Bonjour Yves! Bonjour Cécile. Bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir ce matin pour cette 4e interview de la série de podcasts que j'ai démarrée il y a quelques semaines maintenant. C'était une évidence pour moi que tu faisais partie des premières personnes que je souhaitais interviewer, donc merci d'avoir accepté l'invitation et ravie de t'avoir ce matin. Merci à toi de m'avoir invité. J'ai hâte de pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc effectivement, on a déjà échangé au préalable pour préparer au mieux l'entretien et puis du coup, il y a quelques questions, déjà et puis peut-être d'autres qui viendront en fonction de notre échange et déjà avant de démarrer, j'aime bien présenter, mes invités. Donc tu es un de mes contacts réseau, hein, puisque Un pour tous, tous coachés est un podcast de réseau. Donc tu connais Caroline qui a été interviewée sur le premier épisode. C'est comme ça qu'on a eu l'occasion de se rencontrer et puis Caroline, je l'ai connue par mon réseau. Donc c'est la fameuse théorie des 6 poignées de main entre, 2 personnes qui existent et on se connaît que depuis quelques mois, mais finalement on a eu l'occasion d'échanger sur pas mal de sujets et aujourd'hui, on a choisi et tu m'as proposé un thème qui te tient à cœur qui est la gestion du temps, quand on a plusieurs projets, qu'on est, entrepreneur ou entrepreneuse et qu'on a plein d'idées et qu'on a aussi des contraintes, de temps. Je sais que c'est un sujet qui te tient, vraiment, à cœur donc merci de l'avoir choisi. Je pense qu'il peut effectivement intéresser, de nombreux auditeurs et auditrices. Puis je dirais, que, comme beaucoup de personnes de mon réseau, tu es multicasquette, multi-compétences, avec, un parcours, notamment dans la communication qui te tient particulièrement à cœur et j'invite d'ailleurs, les auditeurs et auditrices à aller voir ton LinkedIn qui est riche et qui montre tout à fait ta personnalité avec, ton originalité et ta créativité. Tu as donné des cours, des conseils, tu interviens auprès de dirigeants, d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, toujours avec le bon conseil et la petite touche créative qui va bien et puis, les réflexions bien sûr qui nourrissent l'intellect et qui permettent d'aller plus loin. Est-ce que, déjà cette présentation, est-ce qu'elle te convient? Est-ce que tu vois des choses à rajouter, des éléments complémentaires? Déjà, je suis ravi que ce soit enregistré, ça, je pourrais le faire écouter à ma maman. Oui, effectivement, alors, je veux dire, j'ai été pendant 10 ans consultant, stratégie de communication, jusqu'en août dernier, où j'ai eu envie, pour fêter ces 10 ans,
retourner au sein d'une équipe. Donc, ce que j'ai fait, donc maintenant, je suis la plupart de mon temps responsable de communication dans une entreprise qui s'appelle Spidernet. Mais je garde quand même un pan de mon temps pour pouvoir justement travailler sur des conférences, parce que j'adore faire ça, de la formation, du conseil, des choses. Ce que j'ai fait pendant 10 ans et qui m'a passionné en fait. C'est un petit peu pour ça aussi, face aussi à la lumière de ces 10 ans de travail en indépendant, que j'avais envie de parler de l'intérêt de gérer son temps, de se poser des objectifs, de ne pas avoir peur pas avoir peur de la notion d'objectif, de ne pas avoir peur de la notion de deadline, etc. Parce que je pense que pour avoir accompagné un certain nombre aussi d'indépendants ou de professionnels de l'accompagnement, je pense qu'on a très facilement peur de ces éléments-là, que ce soit parce qu'on se lance dans une première partie de carrière ou dans une deuxième où on a pu être plus ou moins traumatisé par les objectifs et la notion de devoir se tenir à quelque chose, d'une feuille de route, etc. Donc, dans les métiers de l'accompagnement, souvent, on a un peu peur de se fixer des objectifs, de se donner des deadlines, de construire un projet avec différents jalons. Et c'est pourtant la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc, Mmh. voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là, pour que peut-être faire partager à un certain nombre de tes auditeurs le fait que se concentrer sur un certain nombre de choses, faire des choix et construire un vrai planning, c'est non pas se contraindre, mais s'ouvrir au contraire d'énormes possibilités, la possibilité d'être bien meilleur, d'être plus efficace, d'être plus serein et d'avoir une vie à soi en plus de sa vie professionnelle, ce qui, on le sait, est une grosse difficulté quand on travaille seul ou en tout petit groupe. OK, et comment tu y es arrivé, toi, du coup, à ce constat que c'était, nécessaire de passer par la planification et les objectifs pour avoir cet équilibre vie pro, vie perso? Par les excès, clairement. Les excès, ouais. Mmh. Je me souviens quand j'étais petit, je voyais mes parents qui rentraient à la maison avec du travail et je me disais, moi, quand je serai grand, j'ai pas envie de ramener des devoirs. Moi, j'avais des devoirs. Et je me disais, ça m'intéresse pas de passer toute ma vie. Quand je suis devenu papa, je me suis dit, bah, ça va être le moment de mettre en œuvre mes convictions. Et au bout d'un moment, je me suis quand même rendu compte qu'il était 4 heures du matin tous les soirs quand j'allais me coucher, que du coup, l'immense majorité de ma vie personnelle était complètement balayée par mon plaisir de travailler, mais par ces excès de temps, soit parce que je m'engageais à faire des choses sur des délais trop courts, soit parce que je me chargeais trop, soit parce que, bah, comme on le sait, quand on travaille dans des petites structures, on a énormément de tâches diverses qui peuvent prendre plus de temps que ce qu'on imaginait, notamment quand on débute et qu'on n'a pas l'expérience, qu'on n'a pas encore posé de documents types, de méthodes, etc. Et donc, à un moment, je me suis vraiment rendu compte que j'étais en train de partir dans un contresens absolu, qui était celui de passer quasiment toute ma vie à travailler et de laisser tomber non seulement des respirations familiales, sociales, mais aussi de laisser tomber un certain nombre des passions, et j'en ai beaucoup moi, donc des passions qui me nourrissent et qui me font du bien, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai fini par me dire qu'il y a quelque chose que je faisais mal, que je me trompais de direction et que je me trompais ouais, de pilotage dans ma vie professionnelle. Donc c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je structure un peu tout ça et que je me suis rendu compte qu'en fait ça faisait pas si mal que ça, et qu'au contraire ça permettait de pouvoir donner de la place à ce qu'il devait en avoir. Donc le travail, particulièrement quand on choisit le sujet de notre entreprise, on peut y passer toute sa vie, c'est clair. On aime ça, on se passionne, on découvre, on se forme, on développe, on expérimente. Dans les métiers du conseil comme le mien, on peut avoir aussi une espèce de fièvre de la construction d'outils, se lancer dans la construction de méthodes, avoir des idées, se dire ah ça c'est génial, comment n'y ai-je pas pensé avant, quitte à se rendre compte 2 semaines plus tard qu'en fait c'était simplement un truc qu'on avait lu précédemment, mais voilà, on peut facilement tomber dans une espèce de fièvre de travail qui emmène tout sur son passage. Et après, ça peut avoir des conséquences néfastes sur sa vie familiale quand on en a une, sur sa vie amicale, sur sa vie, euh, sur sa santé. Mmh. Un truc très important, je sais que vous en avez parlé notamment avec Caroline, hein, Ouais, tout à fait. l'impact du travail sur la santé. Donc, moi, je me suis retrouvé à avoir mal au dos, avoir des tas de problèmes comme ça, parce que justement, je passais 10, 12, 14 heures assis devant mon ordinateur, travailler fiévreusement,
en me disant ah, ça c'est une idée géniale, tiens, la veille, comment est-ce que je peux développer cette compétence que je n'ai pas. Et voilà, et donc en fait on déborde très vite, on peut déborder beaucoup. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse Mmh. autrement. Et comment tu t'y es pris alors pour sortir de cet état fiévreux et d'excès pour, pouvoir justement, avancer petit à petit dans ton cheminement, fixer des objectifs, gérer son temps, planifier? Il y a peut-être un truc déjà que je dois préciser, c'est que je ne suis pas un fou non plus du process. C'est-à-dire Mmh. que je ne peux pas réguler ma vie au quart d'heure ou à la minute, parce que pour le coup, c'est peut-être un côté créatif ou j'en sais rien, mais ça ne marche pas. Je me suis imposé des choses, j'ai essayé de m'imposer à partir de maintenant, tous les jours à telle heure, tu vas faire ça, ta veille professionnelle, tu vas la faire tel jour, de temps à temps, etc. Ça ne marche pas. J'arrive pas à me tenir à ça, ça ne correspond pas à mon caractère. C'est peut-être une première chose que j'ai envie de partager avec les Mmh. autres. C'est que on ne fonctionne pas tous de la même façon. Pardon. J'encourage tout le monde à se pencher sur la théorie des intelligences multiples, par exemple, qui est très intéressante, qu'on ait ou pas eu des traumatismes à l'école, mais pour se rendre compte que voilà, on a tous des façons différentes d'apprendre, de construire, de réfléchir, qui font que dans notre travail, on ne mène pas les choses de la même façon. Ça amène aussi du coup un pas de recul par rapport à, par exemple, ce que je vais dire, mais ce qu'on peut voir ou lire aussi sur le web, où on va avoir parfois des gens qui vont nous donner la méthode, qui vont nous vendre d'ailleurs très souvent la super méthode pour devenir hyper productif, hyper efficace, développer son chiffre d'affaires, exploser son réseau, exploser son carnet d'adresses de commandes, etc. Très souvent, ce sont des gens qui vendent la méthode qui a fonctionné pour eux, parfois avec la meilleure des bonnes volontés, hein, avec les intentions les plus pures, mais ça marche pour eux, ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Donc voilà, la première chose, c'est, je pense qu'il est très intéressant de se pencher sur sa façon personnelle de fonctionner, de réfléchir, de construire et de pouvoir donc se donner du rythme, c'est-à-dire des balises. Quoi. Voilà, je fais ça, mais de tel moment à tel moment, pas tout le temps. Je ne laisse pas déborder. Je pense que ça, c'était très important. Je pense que je m'écarte un petit peu de ta question initiale, si tu veux me la Ouais, redonner. ouais, exactement, il y a pas de souci. Du coup, j'ai retenu déjà première étape, apprendre à se connaître soi-même, son rythme et puis, jalonner, et baliser tout ça au niveau de la gestion du temps et en fait, tu as tout à fait, répondu en tout cas sur les premières étapes, par lesquelles tu étais passé toi pour pouvoir justement, organiser ton temps et sortir de cette fièvre et de cet excès, dont tu parlais, tout à l'heure. Après, il y a une deuxième chose qui était importante pour moi, qui est sortie, que je me suis forcé à marcher. Et donc, en fait, à l'époque où j'ai débuté l'activité, j'habitais à la campagne, ce qui est un luxe, ce qui me permettait de pouvoir marcher pendant des bornes en parlant à haute voix sans que personne me regarde de travers. Et en fait, je me suis rendu compte que marcher et oraliser mes pensées, mes réflexions, etc., me permettait de calmer aussi une espèce de furie d'une part de créativité, mais aussi de flou, c'est-à-dire que j'avais des idées qui tournaient en boucle, j'avais des problématiques qui tournaient en boucle, des problématiques parfois d'entrepreneurs très classiques, comment je vais développer mon chiffre, où est-ce que je vais trouver des nouveaux clients, qu'est-ce que je peux construire qui soit à nouveau attractif, parce que je me persuadais que ce que je faisais ne l'était plus. Euh, et donc en fait, en allant marcher par cette activité physique légère, simple, hein, mais aller prendre l'air, me forcer à aller à l'extérieur, aller prendre la lumière, etc., euh, et réfléchir à haute voix, ça m'a vraiment permis d'une part de structurer ma pensée et d'écarter tout ce qui servait à rien, parce que je m'entendais parler et que je pouvais... par contre, ça devait être bizarre. Si quelqu'un y assistait, je pense que les animaux qui se baladaient à ce moment-là dans la campagne ont dû en parler encore. Moi, je discutais le truc en disant, ouais, mais non, je ne sais pas s'il faut vraiment l'exprimer comme ça me paraît bizarre. Voilà, on était plusieurs autour de la table. Mais ça m'a vraiment permis de retrouver une hygiène de vie et une hygiène mentale, puisque voilà, j'arrêtais de me contraindre ou de me contredire dans ma propre tête. Alors, je vais vraiment passer pour un type bizarre à la fin de ce podcast, mais je ne Oui. pense pas être tout seul pour autant. Mmh. Enfin, j'ai accompagné 200 entreprises en 10 ans à peu près. De ce qui m'est revenu, je n'étais pas tout seul dans ce truc-là. Ouais, je pense qu'effectivement, je partage avec toi l'avis qu'on est plusieurs à avoir plusieurs, discussions internes avec nous-mêmes et avec nous-mêmes et nous-mêmes et que ce sont de ces réflexions-là, généralement, que sortent les meilleures idées. Donc du coup, de la marche, de la mise en action et du mouvement. Et de l'oralisation, c'est Ouais. important. Donc, je faisais parfois 3, 4 conférences par jour, à moi. Mmh.
OK. C'était aussi un vecteur d'entraînement très, très fort pour les vraies conférences, les vraies formations, les vrais conseils que j'ai pu faire. Mmh. Donc voilà. Puis surtout, c'était le fait de casser ces longues plages de travail, plus ou moins, ou pseudo-travail souvent d'ailleurs, assis à ma table, parce qu'en en fait, on n'est pas capable de travailler efficacement pendant 5-6 heures d'affilée, c'est pas vrai. Au moment où on se retrouve sur les réseaux sociaux, non pas pour travailler, mais pour buller, où on se met à faire de la recherche de la veille ou des machins, où on s'arrête sur une vidéo marrante ou sur un site ou sur un outil, parce que j'aime beaucoup les outils de pilotage de projet pour le coup. Même quand je m'en servais pas, je me doutais que ça allait être un truc vachement utile. Euh, donc voilà, arriver à casser un peu ce cycle de puisque je suis au bureau, je bosse, donc je suis efficace, donc c'est bien, pour aller, on peut faire du présentéisme même quand on est à son propre compte. Hein. C'est possible, le concept est possible aussi. Ça, c'est facile. J'étais très fort pour le présentéisme. Donc voilà. OK. On a parlé d'outils au moment de la préparation de l'épisode, tu en as cité un certain nombre, il y en avait que je connaissais, d'autres pas du tout. Tu as souligné là juste à l'instant, la nécessité de trouver ses propres outils et de pas forcément calquer une méthode, de quelqu'un qui nous vendrait, ce qui a fonctionné pour lui. Alors on peut peut-être s'en inspirer, il y a peut-être des choses à apprendre. Et du coup, à toi, au niveau des outils, qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce qui te parle et qu'est-ce que tu nous conseillerais? Alors, justement, dans le conseil, je vais y aller doucement. OK, je prends. Pour toi ou pour les autres auditeurs. J'ai essayé énormément de choses. Pendant plusieurs années, j'utilisais notamment un outil qui n'existe plus, qui s'appelait StumbleUpon, qui me permettait d'aller chercher des pages sur l'Internet mondial sans avoir les filtres imposés par les moteurs de recherche. Donc si vous n'en aviez pas conscience, réfléchissez-y. Quand vous faites une recherche, on vous donne toujours des choses qui ont l'air de tout de suite coller, mais qui en fait brident énormément votre réflexion et votre ouverture d'esprit. Malheureusement, cet outil n'existe plus. Euh, donc j'ai essayé, je sais pas, plusieurs dizaines de clients mail par exemple, puisque c'est un truc qu'on utilise tous tout le temps. Donc j'ai fini par me rester sur Gmail parce que j'apprécie d'une part la sobriété et d'autre part la sobriété. Le look and feel d'un outil pour moi est très important. Le look and feel, c'est la sensation de bien-être ou de confort, en tout cas qu'on peut avoir avec un outil digital, même si, enfin, grâce par exemple aux couleurs, grâce aux lettres, aux polices de caractères qui sont utilisées, à l'aération des choses, etc. Moi, j'y suis très sensible, communicant. Donc j'ai essayé beaucoup de choses et il y en a énormément qui ne m'ont pas plu. Pour répondre tout de suite à ce que j'utilise moi, j'utilise mon meilleur pote maintenant, c'est Evernote, qui permet de pouvoir prendre des notes, capturer des liens sur Internet, etc. Ils ont un web clipper, donc vous êtes sur votre navigateur, vous appuyez sur un bouton, ça vous capture l'image. Vous pouvez rajouter des mots-clés, vous pouvez les ranger par carnet de notes, on va dire, donc par thématique finalement. Et vous pouvez imbriquer des thématiques. Par exemple, si jamais vous avez un client en particulier sur lequel vous commencez à faire une réflexion, vous pouvez avoir ensuite dans ce carnet de notes dédié à ce client, un carnet de notes dédié aux réflexions stratégiques, un autre aux réflexions, je vais rester sur mon métier, hein, mais créative. Il peut y avoir de la veille concurrentielle, donc tout ça, voilà, ça permet d'être bien rangé. Et ça me permet d'obtenir ce que je voulais quand je cherchais l'outil ultime, c'est-à-dire pouvoir me dire ah oui, je me souviens d'un truc, parce que je pense beaucoup en arborescence, dans une discussion ou dans une séance avec un client, quand on va dire ah oui, j'ai vu quelque chose qui va t'intéresser, je ne sais plus comment ça s'appelle parce que j'ai une mémoire pourrie des noms. Je pense que c'était il y a 2-3 mois et le truc commençait par un B et grâce à ça, je peux trouver avec Evernote. Et à la fois soit par date, soit par mots-clés, soit par le nom. Il y a un moteur de recherche interne qui est très efficace. Ça vous permet également de pouvoir ranger des notes prises à main levée. Si, comme moi, vous avez un outil avec un stylet, ça peut vous permettre de ranger des photos, voilà, énormément de choses. Donc Evernote, j'aime beaucoup. J'ai apprécié une fois qu'ils ont justement refondu leur charte graphique. Maintenant, ça me plaît bien. J'ai découvert le bullet journal. Alors, ça peut avoir pour certains ou certaines une image soit un peu loisir créatif. Voilà, peut-être un truc un peu, on va dire, pourquoi pas un peu superficiel. Moi, j'ai trouvé que c'était une démarche absolument géniale. D'abord parce que j'adore le papier et le crayon, même si j'adore le web. Les deux, pour moi, marchent très très bien. Je n'ai pas les mêmes besoins tout le temps. Parfois, pour débloquer la créativité ou une idée ou un machin, il n'y a rien de tel qu'un petit dessin ou que quelques mots écrits.
Donc le bullet journal, c'est d'abord du papier avec des petits points au lieu d'avoir des lignes ou des carrés. Ça j'adore. Ça permet de pouvoir même dessiner sans être ennuyé par le filigrane, enfin l'arrière-plan. Et ça permet ensuite de pouvoir, pourquoi pas, faire des to-do list ou faire un agenda ou faire des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un outil que j'aime beaucoup et maintenant je ne me sépare plus de ça. J'ai toujours dans mon sac à dos ou on va appeler ça une trousse, plusieurs crayons, des crayons que j'ai choisis avec patience, attention et amour au fur et à mesure du temps pour trouver des outils qui me plaisaient à moi, de plusieurs finesses avec aussi un critérium et une gomme, tout ça, et un gros paquet de feutres. Pareil, c'est des feutres Koi pour donner les marques que je trouve géniaux parce qu'ils ne traversent pas le papier. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de petites choses, beaucoup de petits détails, j'ai essayé beaucoup de cahiers différents, j'ai essayé beaucoup de choses, dans la perspective de pouvoir ensuite avoir des outils qui me soient confortables, qui soient fiables tout le temps, et donc qui ne freinent plus ma réflexion. Voilà, quand je dégaine un outil, je n'ai pas besoin de réfléchir pour savoir si ça va bien marcher, je sais qu'il est nickel sur mon usage. Pour la gestion de projet, j'ai essayé énormément de trucs. Donc là, je vous en ai sorti une petite liste. Il y a Trello, par exemple. Donc, Trello qui permet d'appliquer la méthode Kanban, donc avec 3 colonnes, les trucs à faire, les trucs en cours, les trucs terminés. Ça correspond à plein de gens. Moi, je trouve que ça devient très vite très encombré. Donc, je ne l'utilise pas, mais c'est vraiment un outil qui est très bien foutu, qui permet aussi d'être partagé avec d'autres gens, que ce soit des clients, des partenaires ou des collègues. Asana, ou comme Monday un peu pour moi, je les mets ensemble, qui ont fait beaucoup de pubs ces dernières années, notamment en ligne, qui permettent de faire des diagrammes de Gantt, qui permettent d'attribuer facilement des tâches à une personne ou à une autre. C'est vraiment des outils de travail en équipe. Il y a Wrike ou Basecamp aussi qui agrègent d'autres outils. Vous pouvez aussi travailler sur vos devis, des choses comme ça. Et puis il y en a des tonnes. Il y a du time tracking, donc pour savoir combien de temps je passe sur telle tâche. Ça c'est pareil, je n'ai jamais réussi à m'y faire, mais ça peut être très efficace pour un certain nombre de gens. Et puis à la fin, une montre ou un téléphone portable qui puisse vous donner l'heure régulièrement pour savoir depuis combien de temps on est en train de faire quelque chose. Voilà à peu près pour les outils. Il y en a vraiment des tonnes. Ils ont quasiment tous une version gratuite qui permet de se faire à l'idée avant de s'engager. Et donc voilà, moi je vous recommande chaleureusement, s'il y a un outil qui vous parle, vous arrivez sur le site corporate de l'outil, regardez les démonstrations et ensuite partir sur YouTube par exemple pour chercher des tests d'utilisateurs. Ça c'est super intéressant, il y a aussi des chaînes dédiées à ces outils-là qui vous permettent de dire voilà, celui-là il permet de faire ceci, celui-là permet de faire cela. Vous avez des outils très simples, trop, pour votre besoin. Vous avez des outils très complexes comme Notion par exemple, N-O-T-I-O-N, Notion en français, qui pour le coup est hyper riche et pour moi beaucoup trop compliqué et en plus pas du tout agréable à pratiquer dans mes standards à moi graphiques. Mais voilà, avec ça, il y a vraiment moyen de faire. On trouve forcément chaussure à son pied, quitte à détourner des outils. Et puis quand, comme moi, vous trouvez vraiment pas ce qu'il vous faut pour piloter vos projets, et ben on sort Excel, on se retrousse un peu les manches, quitte à aller chercher des tutos quand on n'arrive pas à avoir la, la fonctionnalité qu'on recherche. Et comme ça, moi, j'ai créé des outils de planification, de publication sur un mois, par exemple. Donc, je sais que tel jour, dans mon mois, j'ai tels objectifs de communication à remplir. Je vais leur attribuer à chacun une couleur. Donc, par exemple, faire du trafic, créer du trafic sur mon site, obtenir des leads pour pouvoir ensuite pouvoir adresser des emails, des choses comme ça. Pourquoi pas? Ce n'est pas forcément mes méthodes préférées, mais c'est très important pour un certain nombre de métiers. Et ensuite, je vais faire un petit planning du mois et simplement me débrouiller pour que quand j'écris la première lettre d'un type de contenu, parce qu'on peut faire plein de contenus différents, un article, une vidéo, un podcast. On ne voit pas, mais on vient de se faire un clin d'œil. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et donc, l'idée pour moi étant de faire des outils qui soient très graphiques, qui soient très faciles à utiliser aussi, que je n'ai pas besoin de passer 15 plombes pour programmer une publication, pour pouvoir, entre guillemets, amadouer mon cerveau pour qu'il continue à s'amuser, en fait. Donc ça, c'est mon truc à moi. J'ai besoin de prendre plaisir et de me marrer quand je travaille. Et donc, je joue avec mon cerveau en lui construisant ou en lui trouvant des outils qui vont exciter sa créativité, le plaisir de faire des choses. Il y a des gens qui ne sont pas du tout comme ça, qui aiment quand c'est, je vais dire austère, mais c'est un jugement. J'ai rencontré, je me souviens, une personne un jour en formation
quelqu'un qui était très capé, qui a écrit plusieurs bouquins, qui faisait de la télévision, donc qui était professionnellement inattaquable et dans sa qualité, dans sa carrière, et qui ne supportait pas les petites vignettes, les petites images, ça la perturbait. Elle voulait des lignes de texte. Donc elle faisait sa veille avec des machins textuels. Moi, ça me donnait envie de me pendre, mais elle, c'était son truc à elle. Rien choisi. Et n'hésitez pas à essayer des choses. Et même si tout autour de vous, toute votre profession utilise un outil mais qui ne vous parle pas, bah, tant pis. C'est pas pour les autres qu'on le fait, c'est pour soi, pour bien fonctionner, se sentir bien. Je pense que j'aurais à cœur pendant tout ce podcast de redire à quel point ça fait du bien en fait. Enfin, c'est vraiment une démarche d'abord pour son propre bien-être d'arriver à cadrer son boulot. Ouais, sur les outils et merci, du coup, la richesse des outils et puis des recherches que tu as faites. Je les mettrai bien sûr en lien, hein, de l'épisode et tu fais un lien parfait avec une autre question que je souhaitais te poser qui est, justement la notion, d'être soi-même, d'alignement, de bien-être, que toi tu as construit, j'ai compris par rapport à ton parcours et puis aux échanges qu'on a pu avoir. Quels conseils tu donnerais toi, justement pour être soi-même? C'est quoi être soi-même et comment est-ce qu'on y arrive? Vaste question, hein, je sais que Très personnel pour le coup. eh oui, très perso aussi. Être aligné ou être soi-même ou se sentir bien dans ses baskets, on l'appellera comme on veut, ou avec des éléments plus ou moins spirituels aussi. Chacun y met ce qu'il veut. Donc, Donc, euh, qu'est-ce que toi tu y mets, Yves? je vais essayer déjà de dire ça. C'est pas un joli chantier. Euh, pour moi, la façon dont moi je peux être aligné, j'en ai dit un morceau tout à l'heure, c'est déjà d'amener du plaisir, du jeu dans mon travail. Je suis né d'une famille de gens qui aimaient jouer. J'ai fait des jeux de plateau, du jeu de rôle, des choses comme ça depuis petit. Je lançais des dés avant de savoir parler. J'ai des preuves et j'ai des témoins. Euh, donc voilà, pour moi, ça a toujours été un élément hyper important. Deuxième chose, j'ai besoin de pouvoir me raconter des histoires à moi et ensuite de pouvoir construire mon travail sur du storytelling, le storytelling, parce que, pareil, comme je le disais, le jeu de rôle fait partie de ma vie. J'ai écrit beaucoup de choses, j'ai écrit des bouquins, j'ai écrit des articles de blog, j'écris tout le temps. Il n'y a pas de journée dans laquelle je n'écris pas. Donc j'ai besoin de pouvoir avoir autour de moi en fait les outils qui me permettent de pouvoir à la fois me marrer, m'amuser, prendre plaisir et écrire. Ce qui ne veut pas dire que quand je suis dans le travail, je ne deviens pas follement austère. J'ai envie de demander à mes clients de se taire parce que j'ai une idée pour eux. Donc il faut que je la formule tout de suite. Mais être aligné, donc pour moi, c'est d'abord avoir laissé de la place à la créativité. Je fais de la musique, je fais du dessin, je fais de la photo, je fais de la peinture. Pas tous aussi bien les uns que les autres, mais je fais de la musique depuis tout petit. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de pouvoir sortir, bouger. J'adore la botanique aussi, donc j'ai besoin de temps en temps d'aller regarder comment pousse une plante, me poser une question de pourquoi le papillon va sur celle-là plutôt que sur celle-là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour moi, pouvoir laisser mon esprit vagabonder et sur tout un tas de choses, même si dans l'esprit de mes contemporains, ça n'a pas toujours été quelque chose comment dire, de rationnel. Moi, ça me fait du bien et j'en ai besoin pour mon équilibre. Donc j'ai appris aussi à plus demander pardon pour ça et dire, bah oui, là je sors, j'ai besoin d'aller prendre l'air et je vais aller garder un buisson, n'importe lequel, même en plein cœur d'une ville, il y a toujours un truc qui pousse. Ça me fait du bien. Parfois, j'ai besoin de faire un peu de percussion, j'ai besoin de griffonner un truc et de mettre de la couleur partout. Voilà. La deuxième chose, c'est que j'ai besoin, dans mon travail, d'avoir d'une part une sensation de progression et d'autre part une sensation d'aboutissement. C'est le côté jeu de rôle encore, je pense. Le côté, j'ai besoin de sentir que je m'améliore dans ce que j'ai envie de faire et me dire à un moment, j'ai fait quelque chose qui est efficace. C'est pour ça que j'aime la communication profondément. C'est un équilibre pour moi parfait entre le côté créatif et le côté rationnel. Donc voilà, mon alignement il se fait comme ça. D'une part, je peux craquer, rigoler, j'aime beaucoup marrer, raconter des bêtises plus grosses que moi si je peux. Voilà, j'adore ça. Et d'autre part, par contre, il y a des moments où j'ai besoin de cadrer, j'ai besoin de sentir que j'évolue, que ma pratique s'améliore. Peut-être parce que je vais plus vite, peut-être parce que je suis plus précis, peut-être parce que j'ouvre le champ de mes possibles en me formant sur un outil quelconque et que les choses servent, donc que j'ai une mesure de résultat finalement. C'est là qu'on revient aussi à ces outils et de planification et ensuite de mesure, et que je reviens un peu sur ce que je disais, très souvent on est un
un peu traumatisé du temps et de l'objectif. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, le temps glisse facilement, donc on peut très facilement se mettre sur quelque chose qui va nous faire du bien à notre cerveau, soit nous amuser, soit nous reposer. Il y a des gens qui regardent la télé-réalité en me disant bah, comme ça me repose. Quand j'avais des étudiants en BTS de communication, ils disaient bah, moi je regarde la télé-réalité parce que comme ça, quand je rentre des cours, je pose mon cerveau dans un bocal d'eau tiède et c'est bon. Ça me paraît une mauvaise excuse, mais en attendant, voilà, c'est facile, je veux dire, de se perdre dans ces activités-là. Quand vous en êtes à passer 3 heures sur un Facebook, un Twitter, un Pinterest. Pinterest, j'aime beaucoup aussi, je l'utilise énormément pour faire des planches d'inspiration. J'ai aussi mis beaucoup pour mes clients qui sont pas forcément, qui ne sont pas des professionnels de la communication, sinon ils ne viendraient pas me voir. J'ai mis par thématique, j'ai rangé en tableau et sous-tableau des tas d'outils, de belles choses, de belles réalisations pour leur permettre de se faire une culture en fait pendant qu'on travaille. Donc pour revenir à ce que je disais juste avant, voilà, le fait de cadrer son temps est essentiel, sinon on se perd. Et quand on se perd, après, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on s'est perdu, que ce soit parce qu'à la fin de la journée, on dit oh, en fait, j'ai rien fait de ce que j'avais prévu, soit à la fin du mois, on se dit oh, j'ai pas du tout fait mon chiffre et ça va être compliqué le mois prochain. Cette réalité-là qui est toute simple, mais qui est forte. Hein. Donc ça, c'est pour le temps. Et puis pour les tâches, il y a aussi des tas d'outils de to-do list, plus ou moins sympas, plus ou moins bien faits, plus ou moins puissants, plus ou moins jolis. Voilà. Et le fait de se donner des objectifs, donc des trucs à faire, et ensuite de prévoir du temps après pour mesurer l'efficacité de ce qu'on a fait, pour moi, c'est essentiel parce que sinon, on peut continuer toute sa vie à faire un truc de travers. Les temps avec soi-même pour évaluer, la réalisation. Est-ce que c'était efficace? Est-ce que ça m'a plu? Est-ce que je refais? Est-ce que je continue pour, pas rester dans ce cercle, C'est fait à la fois infernal? mesurer des choses très rationnelles, par exemple sur un site web, vous avez un Google Analytics qui va vous dire que vous avez augmenté, baissé la fréquentation de votre site, et aussi des éléments intérieurs, comment je me suis senti en faisant ça. J'ai changé ma méthode, j'ai changé mon discours, j'ai changé ma posture, j'ai changé de... j'en sais rien, mais comment je me suis senti avec? Est-ce que j'étais bien ou est-ce que j'ai eu l'impression de me forcer? Parce que justement, j'ai vu une vidéo qui disait pour vendre correctement, vous devez faire ci, vous devez faire ça. J'ai essayé, mais je me suis senti un peu bancal. C'est que le truc n'est pas bon. Donc prendre le temps de le noter, ou le taper, de l'écrire, de le dessiner, encore une fois, peu importe le moyen d'expression, mais d'y revenir permet vraiment de s'améliorer et pouvoir aussi écarter des trucs en disant j'ai essayé, ça marche pas, mais c'est pas grave. Ou j'ai fait un truc avec un client, ça n'a pas marché aussi bien que je le souhaitais, ou peut-être que avec le client ça s'est mal passé, ça peut arriver. Euh, Espérons que ce soit rare, mais ça peut arriver quand même. Ça permet de pouvoir se dire bon, des clients qui sont dans ce type de configuration-là, c'est pas pour moi. Ça, c'est super important aussi. Ça évite de courir d'une mauvaise expérience à une autre et de réitérer des schémas comme ça. Donc, voilà, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est vraiment ce que je voulais passer aujourd'hui. Quand on se dit qu'on va faire quelque chose, prévoir du temps avant pour le préparer et du temps après pour mesurer si c'était bien, si ça valait le coup, s'il faut recommencer ou pas. Et être bienveillant avec soi dans tout le long. On a le droit d'être fatigué, malade, préoccupé, pas bon. J'espère qu'aujourd'hui, ça sera efficace, le podcast, mais ça arrive, quoi. Je veux dire, on peut être un peu en dessous, c'est pas grave. Il ne faut pas aller se mettre la rate au courbouillon, se détester. Moi, à un moment où j'étais en grande difficulté, on m'a dit à chaque fois que tu croiseras un miroir, fais-toi un bisou. Ça a l'air bête, mais je l'ai fait et je suis remonté. Donc voilà, être gentil avec soi, c'est quelque chose d'essentiel qu'on oublie trop facilement. C'est facile de se taper dessus, finalement, nous, on ne peut pas s'échapper. Mais voilà, quand c'est tellement facile de dire ah non, je suis bête, ah non, quel con, je suis trop bête, ou bon, ça, de toute façon, ce sera pour moi, ou j'y arriverai pas, ou ça, je vais laisser les autres le faire, ou les gueux, ça, c'est un truc pour les gens qui sont plus forts, plus grands, plus diplômés, plus ceci, plus cela. C'est hyper facile de se l'envoyer dans les dents, mais c'est très compliqué après d'arriver à se pardonner de ça. Je pense que c'est un travail aussi essentiel que d'arriver à travailler sa bienveillance. Puis si on commence vraiment à yoyoter, sortir, aller se balader, prendre un peu l'air, et pourquoi pas se pencher pour regarder ce qui pousse ou ce qui bouge autour de soi. Enfin, alors c'est un autre sujet, bon, ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast sur le biomimétisme, mais c'est un sujet qui te passionne et que je trouve, super intéressant. On a déjà eu des super discussions, à ce sujet-là et tu parlais de prendre soin de soi et du coup,
j'ai envie d'élargir aussi à prendre soin des autres et du coup de prendre soin de son réseau également puisque c'est une question que je pose, à mes invités sur un pour tous, tous coachés, de, savoir comment est-ce que toi tu t'y prends pour entretenir ton réseau puisque du coup, tu as aussi un réseau qui est très large et varié et on a échangé, là aussi à plusieurs reprises à ce sujet-là. Donc quels sont tes trucs et astuces pour entretenir ton réseau? Peut-être la première chose, moi j'ai pas du tout, bien que, ayant fait des études de communication, il y a eu des cours sur la gestion de réseau et tout, pendant des années j'étais mauvais. Enfin, j'ai vécu, très isolé, à la campagne, comme je le disais, et il y a un truc que je dis à tous ceux qui se disent qu'ils sont nuls en réseau, c'est que moins on voit de gens, moins on se sent capable de voir des gens. Moi j'ai expérimenté dans ma vie, dans ma chair, dans mon esprit malade, moins on voit de gens, plus on a peur d'aller au contact. Moins on échange avec les gens, plus on se dit que ça ne sert à rien, soit qu'ils nous apporteront rien, ils sont trop cons, ils n'ont rien compris, soit c'est on est soi-même trop con ou pas intéressant ou pas capable de. Donc j'ai vécu ça. Et à un moment, je me suis rendu compte que, je pense que tout le monde va le dire dans le podcast si ce n'est pas déjà fait, tout seul on va plus vite. Et quand on est comme moi, on a tendance à aimer aller vite. C'est assez séduisant de se débrouiller tout seul. Mais ensemble, on va plus loin. Et ça, il faut l'avoir expérimenté pour s'en rendre compte. Ouais. Donc, moi, ma façon de gérer mon réseau, même si je suis un petit peu mal à l'aise parce que je suis beaucoup moins fort que toi, je pense, là-dessus, c'est d'abord de se dire avec qui j'ai envie de discuter. À un moment, je me suis rendu compte que sur mon LinkedIn, j'avais quelque chose comme 300 ou 400 contacts, ce qui est déjà pas mal, hein, et qui étaient tous du CRI, tous du même monde, du web marketing, de la communication. Or, malgré tout le respect que j'ai pour la majorité de ces professionnels, du coup, on retombait tout le temps sur les mêmes sujets, et tout le temps dans une démarche commerciale foireuse aussi. Sauf que c'était délicat pour moi de voir sans arrêt des gens qui essayaient de me vendre quelque chose que je faisais au quotidien. Donc la première chose que j'ai faite, ça a été d'aller diversifier tout mon réseau. J'adore l'histoire, j'adore l'archéologie, je trouve ça fascinant, j'adore, et comme on l'a dit tout à l'heure, la botanique et la nature en général, j'adore le biomimétisme que j'ai découvert en 2013 et qui a été une passion que j'ai utilisée dans mon travail et que je garde avec moi tout le temps. Donc du coup, j'ai commencé à aller sur LinkedIn, m'adresser à des gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, avec lesquels je n'avais quasiment pas de contact. Il faut quand même avoir un tout petit lien, c'est quand on n'a pas d'abonnement premium. Mais... Et du coup, j'ai commencé à écrire à ces gens en disant, écoutez, voilà, vous êtes archéologue, moi je trouve ça super intéressant. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on discute? J'ai strictement rien à vous vendre. Je n'ai rien à vous acheter non plus, que ce soit clair. Par contre, votre métier a l'air génial, ça me ferait plaisir qu'on en parle. Et étonnamment, quand on commence à parler aux gens comme ça, ils sont vachement détendus et très souvent, pas tout le temps, il y a des gens qui sont soit très pressés, soit qui sont justement très focalisés sur du réseau utile, utile tout de suite, je veux dire. Mais voilà, très souvent, les gens sont très ouverts, ravis de pouvoir échanger, ravis de pouvoir raconter ce qu'ils font, comment ça se passe. J'ai eu l'opportunité de passer 2-3 heures à discuter avec une archéologue qui m'a dressé un portrait un peu, un petit peu en demi-teinte de son métier, mais c'était intéressant de découvrir ça. Et découvrir à la fois le côté passionnant, et, un petit peu voilà, le noyau, le cœur de passion des métiers, et puis la réalité de terrain aussi, c'est-à-dire que comment ils vivent, comment sont gérées les choses, quelles sont leurs frustrations, comment ça fonctionne. Moi, je trouve ça fascinant. Comment est-ce qu'on devient archéologue, ou historien, ou sociologue, ou géographe, ou botaniste, ou explorateur polaire, parce que oui, il y a des gens dont c'est le métier. Tapez ça sur LinkedIn, vous en trouverez quelques-uns qui notamment sont en lien avec le biomimétisme. Comment est-ce que, enfin voilà, il y a plein de gens qui font des choses fascinantes au-delà de son petit cercle, enfin de notre petit cercle à nous qu'on connaît déjà un peu par cœur. Donc voilà, la première chose pour moi, ça a été d'envoyer des bouteilles à la mer en disant bonjour, je voudrais du contact humain. Voilà. Ça a été génial parce que j'ai eu des jolis retours. Ce qui fait que maintenant, quand j'arrive sur mon mur LinkedIn, j'ai aussi des illustrateurs, j'ai aussi un peu tout ce que j'ai évoqué là. Du coup, je prends plaisir à m'intéresser à mon réseau. Ça, déjà, c'est énorme. Ensuite, la deuxième chose, ça a été d'aller discuter avec les gens de façon très ouverte, y compris des gens qui pouvaient être des prospects pour moi, en disant, écoutez, voilà ce que je fais, je vois que vous faites ça, je trouve ça super intéressant, est-ce que ça vous branche qu'on en parle? Et après, si jamais dans l'échange, on arrive à se dire qu'on a un truc à faire ensemble, on le fera.
Mais dans tous les cas, je trouve que ce que vous faites est intéressant. J'ai vraiment toujours cherché à réfléchir, à prendre contact avec des gens que je trouvais intéressants dans leurs valeurs, dans leur démarche, dans leur métier. Donc voilà, je suis pas du tout un prophète de allons chercher les gens qui peuvent nous filer du fric et tout de suite, et peu importe ce qu'ils font, du moment qu'on arrive à leur fourguer quelque chose. Ça se note, ça s'entend un peu dans le champ lexical que j'utilise, je pense. Mais voilà, pour moi, le réseau, ça doit être des liens humains qui vont durer. Mmh. Donc, il faut essayer de trouver des gens avec lesquels, humainement, ça va bien se passer. Voilà. Donc ça fonctionne très bien pour LinkedIn. Après, dans les soirées, les événements réseau, donc évidemment en ce moment c'est un peu plus délicat, mais j'espère que ce podcast sera écouté et à un moment où la Covid sera un vilain souvenir, on en rigolera très fort, je ne sais pas. Et dans les soirées réseau, au début, moi j'étais très timide et je ne savais pas du tout comment aborder les choses, donc j'ai demandé à des copains, je sais comment toi, j'ai reçu quelques conseils, mais précisément des conseils avec lesquels moi j'étais pas à l'aise. Finalement, j'ai défini ma méthode. Ma méthode, c'est quand j'arrive dans un événement réseau, déjà j'en fais pas tout le temps, mais quand j'arrive dans un événement réseau, je vais voir les organisateurs, les. Et grâce à ça, en fait, d'une part, ça me permet d'avoir affaire à quelqu'un qui est dans une posture d'accueil, puisque lui, c'est son job sur l'événement. Et en plus, tout le monde va faire ça. En général, un organisateur d'événements, il va commencer par inviter des gens qu'il connaît plus ou moins. Donc tout le monde va passer par là. Donc, je me retrouve à un endroit où tout le monde va venir, au lieu que moi je sois obligé de courir d'une personne à l'autre. Je me trouve sur le point névralgique en fait de l'événement, ce qui me permet d'échanger avec les gens, ce qui me permet de savoir ce qu'ils font avant de leur dire ce que je fais, et donc du coup de pouvoir rebondir en disant ah oui tiens vous faites ça, ah oui c'est chouette et du coup comment ça se passe, voilà. Donc à tous ceux qui sont un peu timides ou qui ne savent pas comment engager l'échange, je vous recommande chaleureusement d'aller choper les organisateurs, discuter un petit peu, éventuellement échanger vos cartes ou tout ça. Mais voilà, et puis du coup de pouvoir échanger avec les gens les uns après les autres. Et puis après, j'ai toute une théorie. J'ai dû écrire des articles sur l'utilisation d'une carte de visite aussi. Pas, à mon sens, à les distribuer comme des flyers à la sortie d'un bar, mais donnez-les au bon moment, c'est-à-dire au moment où vous avez vraiment quelque chose à raconter avec la personne. Si l'échange se fait, si vous sentez que vous allez avoir un intérêt commun à continuer à discuter, là, vous pouvez dire, je te propose de te donner ma carte. Ah, sinon, ça ne sert à rien, à part, on a tous des grosses collections de cartes de visite avec des gens qu'on n'a jamais recontactés parce que ils vous l'ont mise dans les mains, ils se sont barrés. Ça me rappelle une anecdote rigolote quand je travaillais au musée Grévin il y a 13 ans. Je me retrouve dans un gros événement de l'industrie du tourisme à la mairie de Paris. Et là, j'ai quelqu'un qui vient, qui se plante devant moi, qui me dit oui, bonjour, je suis machin de l'entreprise truc, qui me tend sa carte, je prends sa carte, le temps que je la regarde, je lève les yeux, il était parti, enfilé à quelqu'un d'autre. Donc, savoir qui moi j'étais, l'a jamais intéressé. Et en fait, on n'a pas eu le temps d'échanger un mot. Il me filait sa carte, il s'est barré, quoi. Je ne sais pas s'il était payé à la quantité de papier qu'il fourguait ou quoi, je ne sais pas, mais ne le faites pas. Prenez le temps d'échanger. Ce qui m'amène à vous dire, prenez le temps de vous faire des chouettes cartes de visite aussi. Il vaut mieux en avoir des vraiment malines. J'ai un board Pinterest là-dessus, il y en a plein, il y en a 300, je crois. Donc, si d'inspiration, allez voir ça. Voilà, pour que ce soit vraiment un outil de lien plutôt qu'un outil de quantité anonyme. Je vais faire le lien du coup, avec ce que tu m'as dit, juste avant qu'on commence à enregistrer, puisqu'on a parlé du livre que tu souhaitais nous présenter et qui est justement les idées qui collent. Tu m'as montré la première page du livre et la couverture même. Fais le lien avec, trouver les idées qui restent en tête, et c'est ton livre, du moment. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce qui fait que tu l'as choisi pour, nous en parler aujourd'hui? Alors, c'est un livre du moment perpétuel depuis que je l'ai trouvé. Je le garde tout le temps, j'adore ce bouquin. Il y en a plein en fait dont je pourrais parler. Bon, je vais commencer par celui-là, puis après, si tu as 2 minutes, je t'en sors 2, 3 autres, puisque l'inspiration arrive. Très bien. Donc, ce livre qui s'appelle donc Ces idées qui collent, qui a été fait, je vous donne une petite seconde, je retourne sur par Chip et Dan Heath, H-E-A-T-H, est un bouquin, donc Ces idées qui collent, c'est le titre, qui parle des idées qui nous restent dans le crâne sans qu'on sache pourquoi. On a tous des légendes urbaines qu'on connaît, on n'y pense absolument jamais, sauf quand quelqu'un vous en parle. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a des alligators dans les égouts de Paris ?
Ça, quand j'en parle, en général, il y a, je sais pas, environ une personne sur 3 qui me dit non, j'en ai jamais entendu parler. Donc pour les 2 autres pierres, sachez que ça, c'est typiquement une idée, vous ne savez pas qui vous l'a dit, quand, pourquoi, mais vous l'avez dans la tête. Donc on en a tous des choses comme ça. Par exemple, pour ceux qui ne s'intéressent pas particulièrement à l'histoire des marques, Noël, enfin le Père Noël a été inventé par Coca. Je trouve que c'est faux, mais on l'a dans la tête. Et donc ce livre, ces idées qui collent, parle de qu'est-ce qui fait que ces idées-là, ces notions-là, ces histoires-là nous restent dans la tête, alors qu'il y a tout un tas d'autres trucs qui passent d'une oreille à l'autre et qui s'en vont dans les limbes. Et donc en fait, les 2 auteurs ont travaillé sur euh, définir finalement des caractéristiques de ces idées qui nous collent à l'esprit. Donc ils en ont défini 6. Et c'est un bouquin qui d'une part est très, très, très ludique à lire. En plus, la mise en page est très agréable. Moi, j'y tiens beaucoup. Ça aussi, la littérature professionnelle en général, c'est absolument imbuvable. Celle-là est vraiment, ce bouquin est vraiment chouette. Et dans lequel vraiment vous allez pouvoir comprendre que on a tout le temps des choses à communiquer, tout le temps des choses à expliquer, expliquer son métier, qu'est-ce que je fais dans la vie, quels sont les produits ou les services que je peux proposer. Parfois, je ne sais pas moi, expliquer les résultats d'une étude qu'on a menée. Et si jamais on n'y fait pas gaffe, on peut se défoncer, passer des heures, des jours, des semaines, des années à travailler son message, on peut s'offrir les services des meilleurs, on peut investir des sommes colossales pour un truc qui ne rapportera strictement rien, ce qui ne va pas s'imprimer dans l'esprit des gens. Avec ce bouquin, vous allez voir que les 6 idées, donc de mémoire, je vais probablement encore en oublier un, mais là, il faut qu'une idée qui colle est une idée simple, inattendue, crédible, concrète, et ça, Dieu sait que dans les métiers de l'accompagnement, le côté concret, il passe souvent à la trappe. Donc il faut que ça déclenche une émotion. Alors une émotion, ça peut être le rire, la peur, la colère, ça les journalistes le maîtrisent très bien. Voilà, peu importe l'émotion, mais il faut que ça en crée une, et il faut que ce soit raconté dans une histoire. Donc les 6 sont là. Donc voilà, ces 6 caractéristiques-là, lorsque vous êtes en train de construire un message, ça peut être même un post LinkedIn ou un article de blog ou un podcast, pouvoir se demander si votre message répond à ces caractéristiques-là, alors vous avez des chances que votre message serve à quelque chose. S'il y a des gros trous, genre c'est pas du tout concret, ou c'est pas du tout simple, ou c'est pas du tout inattendu, si vous racontez la même chose que tous les autres, il y a de grandes chances que ça serve même à rien de l'envoyer, en fait, de publier ou de l'émettre. Donc ça, c'est un super bon bouquin. Et dans tes autres idées qui te sont venues alors, c'est quoi les autres? Un grand classique qui est souvent mal aimé, ou alors pris de façon très au pied de la lettre, il s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu, qui est un grand classique des bibliothèques commerciales, par exemple. C'est un bouquin qui a été écrit en 400-450 avant Jésus-Christ, théoriquement, en Chine, et donc vous avez des conseils pour aller faire la guerre. Ce qui est génial dans ce bouquin, c'est que le concept de base, c'est de se dire le summum de la stratégie militaire, c'est de gagner sans combattre. Première chose. Il y a des très bonnes raisons pour ça, et très humaines finalement. Et ce que je trouve génial dans ce bouquin, c'est qu'en fait, c'est pas du tout pour moi une apologie de la guerre, c'est une apologie de l'imagination. Il nous explique une chose, il nous parle en fait de chercher le maximum d'informations avant de se lancer dans un projet. Moi, j'appellerais pas ça de la guerre, mais un projet. Qu'un goût pour la violence, et donc être capable de se poser des questions sur quelle est la psychologie des gens auprès desquels je vais aller m'adresser. Est-ce que c'est des gens très emportés, très inquiets, très enthousiastes, par exemple, quand on organise un événement, la météo est quelque chose d'évident. Lui, il en parlait déjà il y a 2500 ans. Et ce qui est génial, c'est qu'après, tout tourne sur une idée d'astuce, de comment je peux arriver à contourner les difficultés. À partir de plus je maîtrise mon environnement, plus je vais pouvoir trouver des idées créatives pour pouvoir soit m'intégrer à mon environnement, soit contourner les problématiques que m'impose mon environnement. Et donc, en fait, pour moi, c'est un bouquin qui est hyper jouissif parce qu'il ne parle que d'intelligence, de créativité. Et il y en a un autre comme ça qui s'appelle Les 36 stratagèmes, qui date plus ou moins de la même époque et de la même région du monde, qui est absolument fascinant également. Donc, comme pour beaucoup de choses, comme Internet, qu'on va utiliser pour diffuser ce podcast, ça a été créé dans un but martial, mais en réalité, il y a beaucoup de choses à utiliser de façon totalement pacifique.
Et c'est vraiment un bouquin, 2 bouquins, donc L'art de la guerre et les 36 stratagèmes, qui sont des livres euh, fascinants quand on les regarde pour aller chercher, pour moi, le fond du propos, qui est non pas de meuler la face de son voisin, mais d'arriver à être créatif pour obtenir, pour atteindre un objectif. Euh, Ce sera déjà pas mal. Après, j'aime bien avoir 5 ou 6 bouquins ouverts tout autour, soit de mon bureau, soit de mon lit. Mais sur le storytelling, sur énormément de trucs. Et puis la littérature, par exemple, moi j'aime beaucoup la fantasy. Je peux vous recommander de lire Les Annales du Disquement, qui est de la fantasy humoristique, écrite par un monsieur qui s'appelait Terry Pratchett. C'est hyper marrant, mais j'ai appris énormément en communication à travers ce truc-là. Donc, pour peu qu'on ait un peu le goût de la métaphore, c'est tout ce qu'on peut apprendre dans ce bouquin. Euh, voilà, je pense que pour la bibliothèque, pour le moment, ça ira. C'est déjà pas mal. Merci de ce partage de tes livres qui te marquent ou qui t'ont marqué. Et pour terminer du coup l'interview, il me reste la question que je pose aussi à tous mes invités. Quel sujet te semblerait pertinent dans la continuité de ce qu'on a abordé aujourd'hui ou qui pourrait justement t'intéresser toi ou peut-être intéresser aussi d'autres personnes qu'on pourrait aborder dans un prochain podcast? Un sujet qui me paraîtrait super intéressant à travailler, ce serait comment arriver à dynamiser sa créativité quand on est indépendant, quand on est petite boîte, etc. Parce que et puis arriver aussi à dompter son envie de stimuler sa créativité, parce que c'est pas le tout d'être créatif, on peut aussi très bien tomber dans un piège. Moi, je pourrais en parler pendant des plans, parce que j'ai fait des erreurs avec ça dans le pilotage de mon entreprise. Être créatif, c'est super important. Trouver des idées nouvelles, innover, etc., c'est super bien. Mais on peut aussi tomber dans un excès qui est celui de se dire il faut que je crée tout le temps. Moi, c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai trouvé un concept qui fonctionnait commercialement, je me suis dit ok, celui-là c'est fait, je passe au suivant. Ce qui fait que, d'une part, c'était la porte ouverte à beaucoup de gens qui ont, on pourra parler plagiat aussi, qui sont venus piocher dans ce que j'avais émis. J'ai beaucoup blogué pendant ces 10 ans de travail indépendant. Et deuxième chose, en fait, c'est complètement anti-pilotage d'entreprise. C'est-à-dire qu'un entrepreneur compétent, lui, quand il trouve quelque chose qui fonctionne, après, il essaye d'en vendre, de rentabiliser son idée. Moi, j'ai travaillé comme un créatif, comme un communicant, je vais dire créatif, au lieu de travailler comme un communicant entrepreneur pendant plusieurs années avant de me rendre compte. C'est-à-dire que donc à chaque fois, j'essayais de trouver une nouvelle idée. Celle-là, elle marche, j'en ai vendu un peu, hop, je passe à autre chose. Parce que j'avais besoin de créer, parce que j'avais peur qu'on se lasse, parce que plein de choses dans ma tête. Et ah oui, tiens, un truc qu'on pourra dire, n'hésitez pas en tant qu'entrepreneur à entreprendre une psychothérapie. C'est fou ce que c'est utile. Je ne me contredirai pas, je pense. Non, je te contredirais pas du tout, au contraire. C'est absolument génial pour se débarrasser de plein d'idées, de les fameuses croyances limitantes, tout ce qu'on peut avoir comme poids familial, d'héritage. Voilà, c'est un truc à faire, c'est très très bien. Moi, c'est le plus beau cadeau que je me sois fait après la parentalité. Donc, vraiment, c'est un truc très chouette. Pour revenir à ce qu'on disait, voilà, la créativité, c'est génial, mais ça peut vous amener à des excès qui peuvent vous plomber, littéralement. Moi, je l'ai vécu. Donc, je suis probablement pas le seul. En attendant, voilà, il y a des méthodes, il y a des tas de façons d'exciter sa créativité, d'avoir des idées, de jouer avec. Je parlais de couleurs, de changer souvent de médium pour réfléchir, etc. Mais je pense que ce serait un super sujet à aborder et à partager avec tes auditeurs et auditrices. En inverse, pour être plus gai. Super, merci beaucoup en tout cas. Et effectivement, le sujet est passionnant, intéressant. Et c'est vrai qu'on en a parlé, hein, mais l'importance pour toi de l'histoire, du storytelling, ça fait partie de tes talents et de ce qui te fait aussi vibrer. Et tu arrives tout de suite à capter en quelques minutes d'échange ce que tu peux justement apporter à une personne en face de toi qui serait justement en train de se poser la question de comment j'agence tout ça dans ma tête et comment j'écris mon histoire. Donc pour t'avoir vu le faire avec d'autres personnes et tu l'as fait aussi pour moi. Donc du coup, j'ai trouvé ça très, très chouette. Donc ça fait partie des sujets aussi intéressants. Ça, c'est pour que ta maman puisse écouter aussi la fin de l'épisode. Début et la fin, le reste, elle le connaît. Je ferai un montage spécial, promis.
Merci en tout cas pour ton temps, pour tout ce que tu nous as livré et puis du coup tous tes trucs et astuces et merci aussi pour, la transparence de tes expériences. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu, comment d'autres sont passés par, des étapes qu'on est peut-être soi-même en train de traverser et comment toi tu as trouvé tes clés pour être toi-même et puis continuer ton chemin qui est tracé, en lien avec, ouais, la créativité, la nature. Je retiens aussi la mise en route, le rythme et Oui. puis le temps qu'on passe avec soi-même pour être sûr d'être, au bon endroit et d'aller là où on a vraiment envie d'aller. De mon côté, je te remercie pour cette démarche de podcast et d'agréger des idées de gens variés pour venir nourrir les réflexions de tes auditeurs. Je trouve ça formidable. Bravo pour ton. Alors, pour le coup, chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez des besoins d'apprendre, n'est-ce pas, à gérer un réseau, je pense que vous avez là je sais pas comment on dirait, une maître, une maîtresse, une spécialiste, une experte de la question. Au moins tout ça. Non, non, je ne déconne pas, c'est vraiment, je Mmh. crois, sinon je ne le dirais pas. Donc, merci beaucoup, Cécile, pour cette belle expérience. Merci à toi Yves. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.